Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. مرحبا بكم ببرنامج أركونسيال بإذاعة بلوريال بمدينة ليون. سعداء بلقياكم سيداتي ونسادتي ومرحبا بكم بهذا البرنامج الشيق، برنامج من أجل إعطاء الضوء الكبير على المغرب بلدنا الأم وكذلك على فرنسا والعلاقات المغربية الفرنسية وكذلك بما يخص التعاون شمال جنوب جنوب. Une émission très chargée aujourd'hui par rapport à des intervenants de haut niveau avec des thèmes d'actualité. Tantôt, on parlera sur la journée mondiale des réfugiés, mais aussi tout est en relation. Pourquoi se réfugier et les réfugiés. Donc, c'est une relation économique quoi qu'il arrive. C'est pourquoi un grand volet de notre émission, on va les dédier à notre promotion de la notion de la coopération nord-sud-sud. Au studio avec l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel et nous sommes en direct avec le vice-président du Conseil régional du culte musulman région Rhône-Alpes, président de l'association des entrepreneurs marocains et directeur France de la fondation HRF, Secours humanitaire, président d'un grand nombre d'associations, l'occasion de représenter une deuxième fois à une personnalité clé dans le paysage rhône-alpin et français, Monsieur Chana Ben Issa. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Safri. Je tiens à vous remercier vivement et remercier Radio Pluriel pour me donner cette occasion de m'adresser donc aux éditeurs
Donc, je tiens à présenter mes meilleurs vœux de quiétude et de prospérité à tous les musulmans du monde, et en particulier ceux de la France. Je formule également mes vœux pour que la paix et la quiétude s'installent dans le monde entier. Et j'implore le Tout-Puissant d'accepter nos jeunes, de nous combler de sa clémence et de sa miséricorde durant ce mois béni de Ramadan. Nous le prions tous, donc vous, nous et tout le monde, pour que la période à venir soit celle de la concorde sociale, pour un meilleur vivre ensemble entre les différentes composantes de notre communauté française. Comme je profite, excusez-moi Monsieur Sadri, je profite de cette occasion pour dire que la prière de l'Aïcha donc devient actuellement elle arrive en retard, et je profite de cette occasion pour lancer un appel aux dirigeants des lieux de culte pour qu'ils fassent attention, pour que les fidèles donc garent leur véhicule correctement, et de veiller donc au respect, de ne pas donc rester donc tardivement donc dans les rues et devant les immeubles, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc nous a recommandé de respecter les voisins, de ne pas déranger les voisins. Merci Monsieur Ben Issa par rapport à cette information qui est capitale aussi, qui rentre dans le cadre aussi de le savoir-vivre. Ma question, Monsieur Ben Issa, si vous le permettez, vous êtes aussi un responsable d'une association humanitaire, et nous vivons ces derniers jours la journée mondiale des réfugiés. Que représente pour vous? Alors donc, effectivement, notre organisation, c'est une organisation internationale qui est reconnue par les Nations Unies. Nous faisons un travail formidable avec nos partenaires pour venir au secours de plusieurs réfugiés. Je tiens à vous signaler que nous, donc chaque mois, on nourrit plus de 80 000 réfugiés syriens. Et les réfugiés actuellement souffrent donc des besoins donc vitaux. Nous encadrons aussi donc des orphelins, plus de 9 000 orphelins, donc parrainés, et nous essayons de venir au secours de ces réfugiés. Donc la Fondation Human Relief donc fait un travail formidable, et nous sommes au service de l'humanité, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa croyance, quelles que soient ses origines, parce que sauver une vie aujourd'hui est un message clair du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Celui qui tue une vie, c'est comme s'il a tué toute donc l'humanité. Et j'ai un grand respect, un grand estime à toutes ces associations qui œuvrent pour donc venir au secours de ces réfugiés. Donc je tiens à vous remercier vous-même pour donc faire de ce sujet-ci aujourd'hui un sujet donc primordial. Écoutez, M. Ben Issa, on essaye pour le mieux. Notre objectif, c'est simplement c'est aussi respecter la pluralité de notre radio. Radio plurielle, c'est une radio de la diversité, c'est une radio qui est ouverte à tout le monde. Bien sûr, c'est une émission marocaine, mais les Marocains aussi sont solidaires avec les réfugiés là où ils se trouvent. Et on sait pertinemment tout le travail qui est en train de se faire au Maroc par rapport à l'installation, à la régularisation, à la mise en valeur de ces réfugiés qui s'installent au Maroc d'origine subsaharienne. سي بن عيسى شكرا جزيلا على هذا التدخل ونقول لك عما قريب إن شاء الله. Juste s'il vous plaît, pour plus d'informations, donc vous pouvez visiter secours-humanitaire.org. Merci beaucoup, monsieur Sapri. Ça vous gêne pas de la répéter, s'il vous plaît? Alors, secours-humanitaire.org. Donc, secours-humanitaire.org, le site internet. Donc, il y a toutes les informations. مرحبا سي بن عيسى والى اللقاء. بارك الله فيك. Merci. مع السلامه.
toujours dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés. Nous sommes en direct avec Madame Khadija Al-Madmad. Marhaban. واش مبروك رمضان كريم عليك وعلى العائله ديالك. وهذا نهار كبير ومرحبا بالمغاربه ككل، ونطلب الله تعالى نكونوا عندنا حسن الظن، ورمضان كريم لجميع الجاليه الاسلاميه اينما كانت. رمضان كريم لكم كذلك، وشكرا على هذه الدعوة. Marhaban Lalla. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on parle d'une dame de droit, une dame qui est avocate et aussi qui est consultante internationale et qui représente aussi l'UNESCO au Maroc. Ma première question, que représente pour vous cette journée mondiale des réfugiés à l'échelle internationale? Oui, cette journée, la journée mondiale des réfugiés est une journée très importante pour nous, pour moi, pour mes institutions que je représente et que je représentais avant. On a toujours célébré cette journée pour justement rendre un peu compte de ce qui se passe dans notre monde pour tout ce qui est déplacement involontaire ou migration forcée, qui est la migration des réfugiés et des personnes déplacées. Donc c'est une manière de promouvoir leurs droits, qui est un droit qui date de très longtemps, mais qui est malheureusement un droit qui n'est pas très connu, pas très respecté. Très peu de juristes, surtout les juristes qui devraient normalement être au courant de ce droit, ne le connaissent pas. Il a raison. Si vous le permettez, madame, la raison pourquoi ce droit est mal connu, ou bien est-ce qu'il existe déjà? Oui, il existe. Il y a le droit des réfugiés, c'est un droit qui a toujours existé. Depuis toujours, dans mon livre que j'avais écrit sur asile et réfugiés dans les pays afro-arabes, je parle des traditions, dans les traditions humaines. L'asile et les réfugiés, c'est un droit qui a toujours existé, l'hospitalité à l'égard de la personne qui a besoin d'être protégée. Il a évolué, bien sûr, depuis le temps avec les religions, l'islam. Mes écrits sur islam et asile sur Google sont surtout en anglais, où je parle de l'asile dans la théorie musulmane, qui est un droit de la personne qui est persécutée, qui vit l'injustice pour pouvoir d'être protégée. Et il y a beaucoup dans le Coran, il y a plusieurs ayats qui concernent le droit des réfugiés à être protégés. Donc ça c'est la tradition. Et puis après, le droit a évolué de façon moderne, et il y a des conventions internationales, et notamment la Convention universelle sur les droits des réfugiés de 1951, qui donc donne une définition du réfugié et donc donne une idée sur les droits dont ils doivent jouir partout dans le monde. En plus de cette convention universelle, il y a des conventions régionales. Il y a la convention africaine de 69 qui élargit un peu la définition du réfugié. Il y a la déclaration latino-américaine qui élargit encore plus, qui considère comme réfugié toute personne dont les droits humains n'ont pas été respectés. Donc vous avez dit, c'est un droit qui existe, mais il est mal connu malheureusement. Justement, donc on essaye avec nos petits moyens aussi de faire un petit peu la lumière par rapport à ce droit. Et c'est aussi l'enchaînement par rapport à ma deuxième question, si vous le permettez. Comme vous le savez, le Maroc, c'est un pays d'accueil maintenant des immigrés. Un grand nombre de subsahariens qui sont installés au Maroc d'une manière légale et d'une manière illégale, que sont nombreux. L'Europe n'en veut plus. Il y a beaucoup de morts dans la Méditerranée qui deviennent cimetières de ces réfugiés. Selon vous, quelles sont la situation actuelle déjà au Maroc par rapport à ces réfugiés, par rapport à leurs droits et par rapport à leur intégration? Oui, vous savez, moi déjà dans les années 82, j'avais écrit un article sur le Maroc et l'asile et les réfugiés. Vous savez que notre premier roi marocain, c'est le Moulay Idriss Al-Awwal, était un réfugié.
nous avons toujours accueilli, depuis toujours, des réfugiés de par des 3 continents. Notre population est une population à melting pot. Un melting pot. Donc les noms marocains, si vous trouverez rien que les noms marocains la plupart ont des origines migratoires, soit de l'Afrique subsaharienne, soit du monde arabe, soit de l'Europe. Le Maroc a eu une politique d'asile très hospitalière depuis toujours. Ce qui s'est passé, c'est que avant le protectorat, c'était le droit islamique qui s'appliquait, donc c'est-à-dire une protection très générale. Avec le protectorat, il a été un peu restreint parce que pour des considérations sécuritaires françaises et espagnoles. Et depuis l'indépendance du Maroc, nous avons adhéré à la Convention universelle des droits, universelle sur les droits des réfugiés de 51, et nous avons reçu beaucoup de personnes. Le seul problème qui se posait, c'est nous n'avions pas vraiment en pratique une procédure pour décider qui est réfugié et qui n'est pas réfugié. Et c'était le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui faisait la détermination au nom du Maroc. Depuis les années 90, et là j'ai écrit quelques articles sur cette question, comme les migrants sont de plusieurs catégories, et à chaque catégorie des migrants s'applique un droit spécifique, le seul droit qui un peu les protège, c'est le droit des réfugiés. C'est ce qu'on appelle le droit de la migration involontaire. Et plusieurs parmi ces réfugiés, donc, commençaient à invoquer le droit des réfugiés pour pouvoir demander la protection. Ce droit, il y a seulement un petit droit, c'est le droit de ne pas être refoulé vers le pays où il y a la persécution. Alors le Maroc s'est trouvé, donc plusieurs parmi ces personnes, surtout la population subsaharienne, invoquer la persécution pour pouvoir demander l'asile. Certains ne le faisaient pas, rester sur une migration qui en même temps ils sont persécutés et en même temps ils cherchent un travail. Donc c'est ce qu'on appelle en jargon juridique l'immigration, les flux mixtes. Le Maroc a fermé les yeux pendant longtemps. Donc, il laissait, ceux qui s'est présentés au HCR avaient un statut de réfugiés. Ils n'étaient pas très nombreux. Ils avaient des subsahariens, et puis après ils étaient rejoints par les Irakiens, puis les Syriens. Donc, le Maroc, il y a aussi la pression européenne sur le Maroc. Parce que l'Europe a toujours, et je l'ai écrit donc a toujours essayé de faire supporter le fardeau par les pays du Sud. Alors que normalement, selon le droit international, c'est un fardeau qui devrait être partagé par tous, et notamment par les pays qui sont riches. Parce que ces personnes qui fuient, les causes, la plupart, c'est les Justement, cher maître, donc c'est le deuxième volet de l'émission de ce jour. Bien sûr, la cause principale, mis à part le côté politique, il y a aussi le côté économique. Et c'était le sujet qui a été développé récemment à Crans-Montana, à Bruxelles, avec un certain nombre de personnalités. Donc il y avait question de parler des causes réelles de cette immigration massive, légale ou illégale. C'est que la question économique. Et on parlera par rapport à cette situation lors de l'interview que je vais faire passer après vous de monsieur le ministre d'État belge, connu et reconnu, M. Herman Francis Joseph de Croo, qui va nous parler par rapport à cette coopération, comment les Européens voient cette coopération nord-sud-sud et quel impact par rapport à ces réfugiés légaux, ces réfugiés politiques ou immigrés légaux ou illégaux dans le sol européen. Madame, ma dernière question, s'il vous permettez, parce que le temps presse. Oui. Pour le Maroc, juste pour terminer un petit peu,
Donc le droit, donc moi j'avais beaucoup écrit sur le droit marocain de l'asile, et ce droit a évolué. Et depuis septembre 2013, comme vous le savez, nous avons une nouvelle politique en matière migratoire, dictée par les hautes instances gouvernementales, par Sa Majesté lui-même, pour que le Maroc revienne à sa tradition hospitalière, humanitaire, etc. Donc nous sommes en train de revoir toutes nos lois relatives aux droits d'asile et des réfugiés, ou bien sûr à la migration, l'immigration. Et ce qui a été, il faut rendre à justice au Maroc. Le Maroc, il a pris tous les cas qui ont été considérés par le HCR comme des réfugiés, et il leur a légalisé, régularisé sa situation. Pendant longtemps, moi j'avais critiqué sa situation de le Maroc refusait ou hésitait à régulariser, mais il a régularisé. Nous avons maintenant de nouveaux projets de loi. Ils ne sont pas encore sortis. Je ne peux pas vous dire exactement. On m'a dit que c'est des projets qui sont humanitaires, qui tenaient compte des critiques dans mes écrits. Et donc, j'espère que le Maroc, comme je le dis toujours, le Sud pourrait peut-être donner une leçon au Nord en ce qui concerne la réception de ces réfugiés. Moi, je dirais maintenant, comme beaucoup de collègues, aussi bien occidentaux, considèrent que la plupart de ces personnes qui se déplacent maintenant se déplacent parce que leurs droits humains ne sont pas respectés. Et nous avons le droit à la paix. Il y a beaucoup de guerres. Et les personnes ne vont pas rester mourir, ils sont obligés de se déplacer. Sans aucun doute, cher maître, comme vous le savez, le Maroc a entrepris une politique sud-sud avec le nombre de visites et voyages de Sa Majesté dans les provinces du Sud et aussi dans les pays africains subsahariens et de l'Afrique de l'Ouest pour promouvoir ce qu'on appelle l'économie dans un cadre solidaire. Ma dernière question, si vous le permettez, quelle est votre actualité? Parce qu'il faut qu'on parle un petit peu de l'actualité de Madame Khadija. L'actualité de moi personnellement, je suis parmi peut-être les premières personnes à avoir investi ce domaine des réfugiés, droit des réfugiés pour ma thèse. C'était le sujet de ma thèse. Et puis après, j'ai continué. Nous avons, vous savez, comme à Casablanca, nous avions, à la faculté de droit de Casablanca, nous avions un doctorat spécialisé en domaine du droit de la migration, notamment droit d'asile. Nous avions la première chaire UNESCO dans le monde sur le droit les migrations et droits humains, c'était à la faculté de droit de Casablanca, j'étais titulaire de cette chaire. Nous avons maintenant un centre UNESCO droit et migration et nous essayons de promouvoir les droits des migrants en général, les droits des réfugiés en particulier. Et dernièrement, j'ai personnellement été invitée par un institut de renommée internationale, c'est l'Institut Saint-Rémy, qui est sur le droit humanitaire, qui me propose de collaborer avec moi personnellement, avec le Centre UNESCO, pour une formation en droit des réfugiés en arabe, pour les responsables des pays arabes en matière de migration et droits et des réfugiés. Donc moi je pense que les pays du Sud font de leur mieux. C'est les pays du Nord maintenant qui hésitent et qui ne veulent pas partager ce fardeau, c'est un fardeau de tout le monde. Merci. Maintenant, il faut être humain et solidaire. Merci, cher professeur, cher maître, par rapport à ces explications et qui donnent la lumière aussi par rapport à notre pays d'origine, le Maroc. Et on vous dit Ramadan Karim. Je vous ajoute juste une petite chose, si vous le permettez. Maintenant, la formation que nous allons faire, nous sommes en train de faire, s'adresse aussi bien aux praticiens du droit qu'aux théoriciens. Et nos avocats sont très réceptifs à ce droit et je pense que le Maroc va pouvoir se spécialiser dans ce domaine et les autres, même le Nord, aura besoin de ces spécialistes. بارك الله فيك فطور كريم وشهي ان شاء الله هذا المساء وتحيه خالصه لجميع مستمعينا بالمغرب الحبيب. للجميع. شكرا مع السلامه.
14h34 sur Radio Pluriel et l'émission marocaine Arc-en-Ciel, une émission dédiée à parler d'un certain nombre de pistes de travail, de valoriser les efforts déployés dans notre pays d'origine, le Maroc, à travers un certain nombre de volets politiques, économiques, sociaux, sécuritaires. Comme ça a été annoncé, il y a eu une interview qui a été faite lors de notre passage à Crans-Montana en termes de couverture de l'émission Arc-en-Ciel de cet événement mondial. L'émission Arc-en-Ciel a reçu son Excellence, M. Herman Francis Joseph Decroux, ministre d'État belge, qui nous parlera de la coopération triangulaire nord-sud-sud. Je vous laisse avec cet enregistrement fort intéressant. Maroc, mais surtout la coopération sud-sud. Chose que vous avez entendue hier lors de mon intervention, la coopération triangulaire. Vous êtes un homme très médiatisé, un homme politique, un homme de pouvoir aussi. Comment vous voyez l'avenir de la coopération nord-sud-sud? Vous savez, quand je vois le gonflement démographique en Afrique, notamment la pauvreté, l'absence de formation, les abus de certains pouvoirs, les luttes, les guerres civiles, le dénuement de la santé publique, l'absence d'eau courante dans beaucoup d'endroits ou d'énergie, tout cela se résume à des moyens supplémentaires. On peut faire beaucoup de principes, mais il faut des sous. Et alors je dis à nos amis de l'Occident, que ce soit au nord de l'Europe, à l'ouest de l'Europe, nous nous assurons pour tout. Nous sommes assurés pour notre voiture, notre maison contre l'incendie, le risque que causent nos enfants. Nous nous assurons contre notre vieillesse, pour notre santé. Nous sommes assurés pour tout. Il y a une chose qu'on oublie dans ces assurances. C'est ce que j'appelle l'assurance de civilisation. Cela veut dire quoi? Nous avons une civilisation occidentale très libérale, très libre, avec des états de droit, avec de l'organisation de la lutte contre la corruption, avec un service de santé, avec des services d'éducation, de mobilité, de sécurité exceptionnels, uniques dans l'espace et dans le temps. Et nous croyons que c'est dû, et que cela va rester, que cela va perdurer. Et alors, face à un monde où 1 milliard 300 millions de citoyens, d'êtres vivants, doivent vivre par jour et par chef de famille, avec 1 euro ou 1 dollar, il est impossible de dire oui, mais on a besoin d'immigration pour remplacer les générations manquantes chez nous, oui, mais ça va se calmer, oui, mais l'immigration est surtout intérieure à l'Afrique, surtout intérieure au Moyen-Orient, et ce qu'on a ici, c'est 5 ou 10%, ce n'est rien. De quoi vous vous inquiétez? Non. Je m'inquiète profondément de l'absence de prise de conscience de nos concitoyennes et nos concitoyens sur leur assurance civilisation. Comment va-t-on maintenir ce monde que nous trouvons extraordinaire, nous avons raison, de liberté, de prospérité, de santé, d'éducation, etc., si nous ne payons pas, là aussi, nos primes d'assurance. Nous payons des primes, je l'ai dit, pour les voitures, pour l'incendie, pour tout ce qu'on peut s'imaginer, mais on n'est pas encore arrivé à convaincre le monde politique, c'est-à-dire d'abord les citoyens, parce que c'est eux les commanditaires, c'est eux les électeurs, de la prime de civilisation. Donc il faut certainement, si nous voulons stabiliser les populations africaines là où elles préfèrent être, leur donner un minimum d'aspiration et d'optimisme, une formation beaucoup plus suivie, une optimalisation de leur potentialité, cela ne va pas se faire avec des mots, mais avec de l'argent.
De temps en temps, je suis très respectueux pour les structures internationales, mais je suis souvent en Afrique et quand je vois le parking autour d'une institution internationale, c'est le salon de Genève que je vois. Quand je vais voir ce qui se passe à Goma, en RDC, on me dit qu'il y a 145 ONG qui se disputent la misère de certaines villes d'Afrique centrale. Tout ça, je comprends. Mais si nous n'investissons pas, si nous ne payons pas nos primes de civilisation, je ne sais pas, ce n'est pas 0,7% du PNB, ce sera beaucoup plus, on ne réussira jamais, à mes yeux, dans 20 ou dans 30 ans, à protéger ce que nous croyons avoir acquis avec beaucoup d'efforts. Et c'est ça le message que je voulais donner. Monsieur le ministre d'État, ma dernière question. Le Maroc a entrepris une coopération vers les pays subsahariens et de l'Ouest. C'est une démarche, quoi qu'il arrive, on sait personnellement, le Maroc, ce n'est pas un grand État, c'est un moyen État, mais il est très influent sur le point de vue politique, diplomatique, et aussi communautaire, parce qu'on trouve ici en Belgique une forte communauté marocaine. Selon vous, est-ce que cette démarche marocaine peut être un début de solution pour les pays européens dans le marché africain? Il n'y a pas de compétition. Moi, je ne veux pas que la Belgique ou la France fassent davantage, toute proportion gardée, que le Maroc. Non, c'est une solidarité de coopération. Ce que le Maroc sait faire, parce qu'il peut peut-être accueillir des populations qui sont en train de migrer vers l'Europe et les stabiliser partiellement ou les aider à se stabiliser au Maroc. C'est donc pas... c'est pas un bloc européen qui tout seul va faire sa coopération comme je vous le développe davantage poussé sur son autoprotection et donc sur la stabilité dans leur pays des populations potentiellement migrantes. L'Afrique du Sud en fait aussi, le Maroc en fait aussi, le Sud-Sud comme coopération est tout à fait valable et je me suis beaucoup occupé de repenser la coopération au niveau de l'OCDE et le Sud-Sud est important. La Chine fait de la coopération, l'Inde fait de la coopération. Nous faisons de la coopération vis-à-vis des pays qui, à leur tour, font de la coopération. Moi, ça ne me dérange pas. Si c'est efficace, si c'est rationnel, si ça arrive là où ça doit arriver, mais on ne peut pas maintenir. Si notre vœu tous ensemble, Monsieur le Ministre, et sachez-le que tout le travail qui est en train de se faire par l'intermédiaire, soit du Maroc en tant que Marocain, mais aussi franco-marocain, et aussi la population marocaine, d'origine marocaine, soit belge, soit hollandaise, soit d'autres pays, ils essayent le mieux possible de valoriser ce qu'on appelle le capital immatériel de nos pays d'origine et de nos pays d'adoption maintenant. Parce que c'est une responsabilité que nous avons sur le dos, autant que Marocains d'Europe, pour vendre aussi le savoir-faire européen. Oui, il y a plusieurs choses, cher monsieur. Il y a le fait d'abord que les remittances, ce que les gens gagnent ici, remettent à leur famille au Maroc ou ailleurs, c'est bien plus important au niveau financier que la coopération tout court. Un, deux, il y a aussi la formation, la spécialisation, les métiers qu'on apprend ici, qu'on peut exercer là-bas et faire une sorte de cellule autour d'autres. Il faut surtout des enseignants qui enseignent les enseignants. Il faut surtout, peut-être qu'il y a un moment que des générations de jeunes seniors d'Europe veulent, pour une indemnité faible, consacrer 2-3 ans après leurs 65 ou 66 ou 62 ans dans des pays qui ont besoin de leur expérience et le faire à très bon marché, être un peu les oncles dans le sens positif du terme. La chaîne a beaucoup de maillons, mais mon principe est, je suis élu depuis 47 ans dans ce pays, je suis l'élu le plus durable, si je puis dire, de plusieurs milliers d'élus belges dans l'histoire. Eh bien, moi, je dois convaincre mes électeurs, ce sont mes commettants, c'est eux qui décident, et je dois leur faire comprendre ce qu'ils contribuent à la coopération au développement dans le sens positif et avec un coût limité sur les frais d'administration et de personnel, que c'est pour aider à stabiliser des populations en expansion démographique extraordinaire. Sinon ce ne sera pas 300 000 réfugiés que nous devrions accueillir en Europe par an, mais des millions.
jusqu'à présent, pas mal de pays pauvres accueillent des millions de réfugiés. Moi, je trouve ça admirable. Mais le jour où la saturation aura eu lieu, ou d'autres circonstances exceptionnelles, nous ne pourrions plus accueillir ici l'afflux, disons, exagéré de réfugiés en Europe va détraquer le système, et bien plus vite qu'on le croit, on perdra les acquis d'une civilisation que nous prônons et qu'à juste titre nous le défendons. Donc payez votre prime d'assurance de civilisation. Merci, Monsieur le Ministre. C'était un reportage de grande qualité avec la notion de la prime d'assurance civilisationnelle. On vous laisse avec cette belle chanson. يصيح لي يصيح يصيح لي يصيح يصيح لي يصيح يصيح لي يصيح اللي يصيح ثاروا منكم سالفة يصيح اللي يصيح يصيح اللي يصيح ثاروا منكم سالفة Arc-en-ciel في خدمتكم وخدمة الجالية المغربية الموجودة عبر العالم. Nous sommes en direct sur la 91.5 FM et aussi sur radiopluriel.fr, radio de la proximité et de la diversité.
سيدتي وسادتي إلى اللقاء الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الجديد ودائما الجديد في إطار تداعيات كرونس مونتانا، ودائما في إطار العلاقة المغربية الأوروبية والعلاقة المغربية الفرنسية. تحيات الصدق عبد اللطيف ورمضان كريم لجميع الجالية المسلمة أينما كانت، وإلى اللقاء. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tous.